Libreville, palais du bord de mer, présidence de la République gabonaise, janvier 1988. Je n'ai rencontré Roland Dumas qu'une seule fois, à l'occasion de la campagne pour la présidentielle de 1988 en France. Nous nous sommes croisés dans l'antichambre du bureau d'Omar Bongo. Chirac m'y avait envoyé pour lui rappeler qu'une campagne coûtait cher, a fortiori celle d'une présidentielle. J'attendais d'être reçu en discutant avec l'aide de camp lorsque l'ami et l'homme des missions secrètes de François Mitterrand, futur président du Conseil constitutionnel français, est arrivé. « Bonjour Bourgi, comment allez-vous ? Je crois que nous venons pour la même chose. » La lumière rouge s'est allumée. Respectueusement, je l'ai fait passer avant moi. Il s'est engouffré dans le bureau au grand désarroi de l'aide de camp qui m'a toisé en me faisant comprendre que j'avais eu tort. Roland Dumas est sorti un peu plus lourd qu'en rentrant, puis a fait ce commentaire, l'air goguenard. « Ne vous inquiétez pas, Bourgi, je vous en ai laissé. Une fois dans le bureau d'Omar Bongo, j'ai reçu une sacrée avoinée. »« Idiot, pourquoi tu n'es pas rentré le premier ?»« Papa, je ne pouvais pas, il faut quand même respecter le protocole. »« Tu n'es qu'un couillon, il fallait rentrer avant lui. » Du coup, la part destinée à Jacques, c'est lui qui l'a prise. Maintenant, ce que je vais donner à Chirac est diminué de moitié. Pardonnez-moi, papa, mais pouvez-vous avertir M. Chirac ? Il l'a appelé pour lui dire de ne pas s'inquiéter et qu'il lui suffirait de me faire revenir à Libreville dans la même semaine. 1995 en ligne de mire, au début des années 1990, vous travaillez régulièrement pour Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Gnassingbé Eyadema ou encore Blaise Compaoré. C'est l'époque où Omar Bongo m'envoie partout, y compris aux États-Unis, pour redorer son image et celle de la gouvernance gabonaise. Il m'avait désigné comme son special advisor. Concernant Sassou, mes missions se limitaient à la France. Je nouais des contacts pour différentes hautes personnalités, à l'instar de Jean-Dominique Okemba. J'allais également très souvent chez Blaise Compaoré, qui avait toutes les difficultés du monde à asseoir sa légitimité après l'assassinat de Thomas Sankara en 1987 et en raison de sa compromission avec le Libérien Charles Taylor, dont il soutenait la rébellion de 1989 à 1997 avant d'être accusé de trafic juteux, une fois Taylor à la tête du pays, de 1997 à 2003. Président de nouveau sollicité à l'approche de la présidentielle de 1995. Affirmatif. Comme pour chaque élection, ça repartait de plus belle. De qui s'agissait-il pour ce scrutin ? L'essentiel des contributions est venu d'Omar Bongo, de Denis Sassou Nguesso, de Blaise Compaoré et de Mobutu Sese Seko. Pour quel montant ? Je n'ai pas la clé de répartition exacte suivant les chefs d'État, mais je peux affirmer que l'ensemble des contributions ont atteint au minimum 10 millions de dollars. Des montants considérables donc. À telle enseigne qu'un jour, alors que je me trouvais dans ses appartements du palais du bord de mer, Omar Bongo m'a interrogé. « Fiston, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de tout cet argent que je leur donne ?» Papa, posez la question au principal intéressé. Moi, je ne sais pas. J'ai évoqué le coût d'une campagne électorale en France. Il a souri. Savez-vous quelle somme Omar Bongo réservait-il à l'attention de Jacques Chirac ? Quelle que fût l'occasion, c'était rarement inférieur à 10 millions de francs, soit 1 500 000 euros. À quelle fréquence à cette période ? 2 à 3 fois par an. Les contributions provenaient des présidents que j'ai cités avec une intensité différente. Omar Bongo était le plus généreux. D'ailleurs, lorsque le rythme s'accélérait à l'approche d'un scrutin, ses présidents s'en étonnaient en toujours. Vous restez cependant l'organisateur de ces transferts. Ça a toujours été moi. J'étais, à Paris, le point d'ancrage de Bongo, de Sassou, de Mobutu ou encore de Compaoré pour les fonds remis à l'Élysée, souvent en marge de visites officielles. Pour la présidentielle de 1995, les dons de ces présidents n'ont pas été en deçà de 5 millions de francs.
Le président Mobutu m'a remis 10 millions de francs que j'ai remis à mon tour. Nous allons prendre une pause afin de lire le livre d'un grand roi du passé et sa couronne qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui et que tout le monde veut s'arracher. La couronne de Nabuchodonosor, la traque de Babylone à New Delhi. Disponible en version papier sur Bookelis.com, vous pouvez le lire directement sur youscribe.com ou télécharger votre fichier sur Apple Book. Une nouvelle entrée dans le cercle des contributeurs, Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso ou encore Blaise Compaoré étaient déjà des membres habitués de ce club select. Pourquoi solliciter Gbagbo, un homme profondément ancré à gauche? Parce que Jacques Chirac avait un gros besoin d'argent. Et la Côte d'Ivoire est un partenaire ultra privilégié de la France, avec des moyens. Son premier partenaire commercial au sud du Sahara et premier producteur mondial de cacao. C'est une puissance agricole. Chirac aimait les sous. Peu importe de qui il venait, il était irrésistiblement attiré par l'argent. C'est aussi simple, et c'est cela, vous journalistes, que vous ne parvenez toujours pas à comprendre. Dominique de Villepin m'a demandé d'obtenir une contribution de Laurent Gbagbo, ce que j'ai fait. Pour le convaincre, il m'a suffi de lui rappeler que je l'avais fait rentrer à l'Élysée alors que Henri Konan Bédier présidait toujours à la destinée de la Côte d'Ivoire. Il m'a donné son feu vert pour le déjeuner chez la Pérouse. Laurent Gbagbo est tout sauf un imbécile ou un naïf. Il savait pertinemment que la question d'un financement serait tôt ou tard posée sur la table. Lorsque je l'ai abordé durant le déjeuner, il a fixé Villepin droit dans les yeux en confirmant sa contribution. Mais c'est vrai qu'elle allait à l'encontre de ses convictions. Il le faisait parce que Houphouët et Henri Konan Bédier l'avaient fait avant lui. Il espérait que cet effort lui apporte une certaine tranquillité dans sa relation avec Paris. Ce que les dirigeants français n'ont jamais respecté. Comment la livraison s'est-elle effectuée? Le 13 décembre 2001, Eugène Alou est venu à mon cabinet dans une voiture de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il était porteur de 3 millions de dollars. L'argent était à même des sacs de la marque Puma. Je voulais l'envelopper dans du papier. Je suis alors allé dans la chambre de ma fille pour décrocher des posters de Minnie Austin dont elle était fan. Pour la petite histoire, je venais de lui en offrir une. On a enveloppé les 3 millions dans ces grands papiers glacés avant de les placer dans 2 sacs banalisés. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec Villepin pour la remise des fonds. Nous avons débarqué à l'Élysée par l'avenue de Marigny. Prévenu, Nadine Izard nous attendait. Eugène Alou portait les sacs seul, en demandant constamment si le chemin était encore long. Le pauvre était à bout de force. Arrivé dans le bureau de Villepin, ce combattant politique de longue date aux côtés de Laurent Gbagbo a tenu à lui rappeler que l'homme qu'il servait était fidèle et de parole, mais qu'il ne fallait pas trop le chatouiller. Il a insisté sur le fait que Laurent Gbagbo n'était pas baoulé, mais bété, ethnie, victime de graves massacres au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les deux hommes se verront ensuite souvent. Entre mai 2002 et mars 2004, Villepin se rendra fréquemment à Abidjan en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est au cours de l'une de ces réunions, en 2002 entre nous trois, que Gbagbo lui a confié ne pas se sentir tranquille avec sa frontière nord. Blaise Compaoré, selon lui, s'agitait un peu trop. Il attendait une position neutre de la France. Villepin lui a assuré qu'il le mettait symboliquement sous sa protection. Une fois de retour à Paris, il a souhaité un débriefing. Il voulait un décryptage de ce qui se passait au nord. Je lui ai apporté les explications nécessaires, d'autant plus facilement que je connaissais parfaitement Blaise Compaoré. Je lui ai précisé qu'on voyait très souvent Alassane Ouattara à Ouagadougou, présence non fortuite. Blaise Compaoré me confirmera d'ailleurs de vive voix qu'il se sentait plus proche d'Alassane Ouattara que de Laurent Gbagbo. Prenons une pause, et ensuite, lisons ce livre d'espionnage entre la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis d'Amérique. Le maestro chinois et l'oligarque. Une symphonie des secrets.
Découvrez comment un pianiste chinois a été instrumentalisé. À trouver en version papier sur bookelis.com, à lire directement sur youscribe.com ou à télécharger. Salif Diallo, outre son influence sur le président burkinabé, il fut son émissaire pour le transport de fonds en provenance de Ouaga. À l'approche de la présidentielle de 2002 en France, bis repetita donc. La Tchiraki m'a redemandé de collecter de l'argent. Le président burkinabé faisait partie des donateurs assidus, même s'il m'avoua que les caisses ne débordèrent pas. En novembre 2001, j'ai calé une importante remise de fonds avec Salif Diallo à Ouagadougou, où je me suis rendu avant que lui-même ne vienne à Paris. Il était descendu au Sofitel Champs-Élysées, où je suis allé le chercher. Et là, très gros problème. L'argent n'était pas dans des sacs ou des mallettes, mais dans des djembés. Grand frère, le patron a dit qu'il fallait que cela passe inaperçu. Il a eu cette idée, car Villepin adore la musique. C'était le dimanche 18 novembre. Nous nous sommes retrouvés tous les deux devant 4 tambours remplis de dollars. 3 millions au total. J'étais incrédule. Villepin devait le rencontrer en soirée. Nous sommes montés dans une voiture de l'ambassade du Burkina Faso. Salif Diallo est très grand, et les djembés ne rentraient pas tous dans le coffre. Comment avez-vous procédé? Il m'a demandé de prendre ma voiture personnelle, mais comme je venais d'être opéré d'une hernie discale et que je refusais de toucher à cet argent, j'ai demandé à mon fils, Olivier, un solide gaillard, de m'accompagner. Comme d'habitude, tout le monde était avisé. Cette fois, nous sommes rentrés directement dans la cour de l'Élysée. Les gendarmes ne paraissaient absolument pas surpris. Et voici mon fils et Salif Diallo sortant les djembés de la voiture, aidés par Nadine Izard. Imaginez un peu la scène, les gendarmes, les huissiers en habit. Nous sommes montés jusqu'au bureau de Villepin avec nos djembés pleins à craquer. Il nous a salués tout en posant les questions habituelles sur le montant. Salif Diallo a présenté ses excuses parce qu'il s'agissait de dollars. Le secrétaire général de l'Élysée est ensuite allé chercher Jacques Chirac. « Monsieur le Président, vos visiteurs sont arrivés. » Il a débarqué en chemise-cravate, sans veste. « Alors, chers amis, comment allez-vous » Les 4 djembés étaient debout devant lui. On se serait cru à un concert de Bob Marley. Lorsqu'il a aperçu mon fils, il a eu un moment d'hésitation, croyant qu'il s'agissait d'un journaliste. C'était la première fois qu'il était embarqué dans vos opérations. Oui. Chirac a posé les questions d'usage sur ses études, etc. Puis j'ai demandé à Olivier d'attendre dans le bureau de Nadine Izard. Vous vous retrouvez à 4 dans le bureau du président de la République. Il n'avait d'yeux que pour les djembés et regardait à peine Salif Diallo. Il lui a tout de même demandé comment se portait son président, Blaise Compaoré. Salif Diallo s'est de nouveau excusé pour la devise. Puis Chirac a paru interrogatif, car ignorant par où l'argent devait sortir. Les djembés avaient été scellés par le fond, il fallait en découper la peau. Il s'est tourné vers moi pour savoir si j'étais outillé pour cela. Je lui ai répondu par la négative. Heureusement, Nadine Izard a débarqué, une grande paire de ciseaux à la main. Salif Diallo, qui avait une prestance de seigneur, se demandait s'il n'avait pas atterri dans un asile. Jamais je n'oublierai cette scène. Une fois le premier djembé ouvert, il a été retourné et une pluie de dollars est tombée à terre. Que des petites coupures de 5 et 10 dollars. J'entends encore la remarque de Chirac. Il y va fort, Blaise. Il nous a refilé que des petites coupures. Comment va-t-on faire? Sur cette remarque, je lui ai précisé que ma mission était terminée tout comme celle de l'émissaire. Nous avons demandé congé, nous avons demandé la route comme on dit en Afrique. Selon vous, pourquoi les élites africaines se compromettent-elles de la sorte au cœur de la présidence française? C'était du clientélisme politique au sens premier du terme. La France restait très influente en Afrique, mais ma théorie est que les Africains restaient encore prisonniers d'un complexe d'infériorité. Qu'ils eussent affaire à un ministre, un sous-ministre français, ils se sentaient en position d'infériorité. Les choses ont un peu évolué dans le bon sens.
Prenons une pause et lisons un bon thriller psychologique basé sur des faits réels qui parlent d'un escroc international africain. Vérité sous couverture. Identité multiple. Entre Abidjan, Paris, Monaco, Dakar et Kinshasa. Plongez dans cette histoire vraie fascinante. Procurez-vous le livre papier sur bookelis.com ou lisez directement sur youscribe.com ou téléchargez votre fichier sur app. Qui furent avec les présidents africains ayant contribué à la présidentielle française de 2002? Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré et Abdoulaye Wade. Je crois pouvoir dire que pour cette campagne, ce sont près de 10 millions de dollars qui ont été versés. Après Laurent Gbagbo ou Blaise Compaoré, Omar Bongo verse à son tour une contribution lors de sa visite en France, en février 2002. Il a donné 3 millions de dollars. Nous étions au secrétariat général de l'Élysée. Omar Bongo était accompagné de Pascaline Bongo. Il y avait Jacques Chirac, Dominique de Villepin et moi-même. C'est l'époque où j'ai commencé à ressentir un vrai malaise par rapport à ces pratiques, surtout après la séquence des djembés. En septembre 2002, la rébellion que Laurent Gbagbo craignait lance son offensive sur Abidjan. Il appelle la France à la rescousse en actionnant les accords de coopération et de défense militaire. Jacques Chirac refuse néanmoins de voler à son secours. Je me souviens comme si c'était hier d'une réunion à ce sujet au Quai d'Orsay, dans le bureau de Dominique de Villepin, au lendemain de cette offensive, en présence de Salif Diallo, d'Alassane Ouattara. C'était un début de soirée. À la fin de la rencontre, Villepin a appelé Jacques Chirac, qui lui a donné pour instruction de ne pas stopper les rebelles jusqu'à l'établissement d'une zone tampon, à Bouaké. Le déjeuner chez la Pérouse m'est aussitôt revenu à l'esprit comme, du reste, toute la teneur de l'entretien entre Villepin et Gbagbo. La France a facilité l'avancée des rebelles avant de les calmer en imposant une ligne de démarcation. Jacques Chirac a clairement refusé d'envoyer des éléments français contre les hommes de Guillaume Soro. Dès l'élection de Gbagbo en octobre 2000, Paris fut déloyal avec lui, mais je ne pouvais rien contre les décisions de Jacques Chirac ou celles de personnalités comme le secrétaire général de l'Élysée ou le chef de la diplomatie. De nombreuses réunions se sont effectivement tenues au Quai d'Orsay dès l'offensive des rebelles. Je passais des messages et cela m'a valu d'être perçu comme un traître par la partie ivoirienne, alors que je subissais surtout les remontrances du président français. La politique est faite de coups bas, d'où un vrai sentiment de trahison. J'ai eu de nombreuses discussions tendues à ce sujet avec Villepin qui chaque fois a prétexté la nouvelle doctrine militaire de la France en Afrique, le nini grotesque de Lionel Jospin. Ne plus intervenir tout en restant présent, la fin pour Paris de son rôle de gendarme de l'Afrique, etc. Je lui ai tout de même rappelé que Laurent Gbagbo avait aidé la France financièrement avec de vraies largesses en contrepartie d'engagement. Villepin s'est retranché derrière la raison d'État. De fait, le ressentiment anti-français a vite enflé en Côte d'Ivoire, où il a dû se rendre à plusieurs reprises, notamment en janvier 2003. Pour ce déplacement, j'étais arrivé la veille en éclaireur pour dîner avec le couple Gbagbo, fou furieux. Simone m'a mis en garde. « Tu vois ton Villepin, là? Il va avoir affaire à moi dès demain. » Elle m'a même accusé de couvrir tout cela. Le lendemain en question, l'accueil à la résidence présidentielle fut absolument terrible. Une armée de femmes nues, recouvertes de kaolines, attendait le ministre des Affaires étrangères. Symboliquement, c'était une déclaration de guerre. Lorsque les femmes sont peinturlurées de la sorte, personne ne les touche. Pas même les militaires, les policiers et autres forces de l'ordre. Villepin a été très chahuté, car elle refusait de le laisser passer. J'ai convaincu Laurent Gbagbo d'aller le chercher dans la cour de la résidence. Nous nous sommes retrouvés à 3 avec Gbagbo et Villepin. Le fondateur du Front populaire ivoirien, FPI, s'en est pris violemment à son interlocuteur en lui demandant si, par hasard, il ne prenait pas les Ivoiriens pour des nègres de la coloniale.
Évoquant la rébellion, il s'est référé au coup d'État des généraux d'Alger et a demandé si de Gaulle l'avait accepté. Il a immédiatement demandé l'arrêt du financement de cette rébellion par Compaoré et consorts. Après cette visite, cela n'a jamais été dit, Villepin devait se rendre à Bouaké pour rencontrer les soldats français, ce que Gbagbo a pris comme une déclaration de guerre, un soutien explicite aux rebelles. J'ai tenté de l'en dissuader, mais, dans sa superbe, Villepin s'est quand même rendu au nord. Dès lors, Laurent Gbagbo a su à quoi s'en tenir. Ensuite s'est profilée la conférence de Marcoussis, où il a été littéralement humilié en devant accepter un gouvernement comprenant des représentants de la rébellion. L'Élysée s'appuie-t-il sur vous pour convaincre Blaise Compaoré de cesser de soutenir Guillaume Soro? Non. Jacques Chirac et Dominique de Villepin connaissaient de ma position et savaient que j'étais proche de Laurent Gbagbo, même si ce dernier a remis en doute mon amitié. Je tiens à rappeler ici que, même si j'étais entouré de personnalités qui ne l'appréciaient pas, je ne l'ai trahi à aucun moment. C'est Eugène Alou qui a préparé la venue de Laurent Gbagbo à Marcoussis. Sentant que le piège allait se refermer sur le président ivoirien, je lui avais expressément demandé de dissuader son patron de venir. Tout le monde était dans le coup, l'Élysée, le Quai d'Orsay. Il a malgré tout tenu à venir. Pour lui, ce fut l'humiliation suprême. Villepin est allé jusqu'à le menacer de lui casser le bras s'il n'acceptait pas les propositions issues de cette conférence. Prenons une pause et lisons un livre intéressant et intrigant, Première dame meurtrière. Découvrez une dame prête à tout pour atteindre le sommet, manipulation, proxénétisme et ruse meurtrière. Disponible en livre papier sur booklist.com, lecture directe sur youscribe.com ou téléchargez votre propre fichier sur Apple Book. Omar Bongo reste omniprésent dans la politique française. Il suit toute cette actualité de très près. J'illustre cet intérêt et son influence par son intervention pour la nomination du successeur de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, en mai 2005. C'est important. Il y eut une lutte acharnée. Dominique de Villepin était ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. Michel Alliot-Marie à la Défense, Nicolas Sarkozy aux Finances, etc. La concurrence fut âpre. C'est à cette période que le président gabonais a reçu Nicolas Sarkozy au Meurice lors d'un séjour à Paris, en mars 2005. J'ai assisté à l'entretien. Omar Bongo lui a promis d'intervenir pour faire en sorte qu'il soit Premier ministre. En intervenant auprès de Jacques Chirac? Oui. Le problème est que Villepin lui a demandé la même chose, un soutien pour remporter le poste. Il se demandait comment il allait faire. Je lui ai conseillé de le recevoir. Il a été franc en lui confiant avoir appuyé Nicolas Sarkozy tout en s'engageant parallèlement à parler de lui à Chirac. Il a donc appuyé 2 fois, sachant qu'au final, la décision revenait évidemment au président de la République qui, comme chacun sait, a opté pour Villepin. Pour quelle raison Nicolas Sarkozy plaisait-il davantage à Omar Bongo? Il appréciait son style direct. Pardonnez ma franchise, un jour, Omar Bongo m'a confié un peu directement. Robert, la différence entre Nicolas et Dominique est que le premier a des couilles comme moi. Jamais je n'aurais été désigné par Léon Mbia si je n'en avais pas eu. Sur le papier, d'autres étaient des plus qualifiés, mais c'est moi qui ai décroché le poste. Comme avec Oufouette, l'ingérence d'Omar Bongo dans la politique franco-française reste considérable. Dès la confirmation de Villepin à Matignon, en mai 2005, il m'a demandé de le rejoindre au Meurice. Avant un rendez-vous avec Jacques Chirac, il voulait lui proposer une liste du futur gouvernement. J'ai pris une feuille de papier à ses effigies, El Hadj Omar Bongo, et il m'a demandé de noter « ministre un tel, non, ministre un tel, autre nom, et ainsi de suite ». Et voilà Bongo en train de dérouler tout le gouvernement de la France. J'écrivais sous sa dictée. Il a appelé son aide de camp pour qu'il avertisse sa secrétaire de préparer un courrier. « Mon cher Jacques, en attendant de nous revoir, je te fais porter par Robert la composition du futur gouvernement que je propose.
etc. Autre détail invraisemblable. Il a non seulement dressé une liste des favoris pour le gouvernement Villepin, mais, les jours suivants, il les a tous fait venir dans sa suite pour les rencontrer et les saluer. Je vois encore défiler Jean-François Copé, François Fillon, Pierre Bédier, Michel Alliot-Marie, Renaud Dutreil, Philippe Douste-Blazy. Il les a reçus non pas individuellement, mais en groupe comme à l'école, pour leur faire comprendre qu'ils appartenaient à la génération montante et qu'il avait pour habitude, depuis De Gaulle et Pompidou, de faire la connaissance des nouvelles têtes. Il leur a demandé, tour à tour, de se présenter. Et à François Fillon, de décliner son identité et son CV, puis à Jean-François Copé d'embrayer. C'était juste surréaliste. Bongo commentait « Je pense que vous ferez partie du gouvernement ». Entre-temps, j'avais fait parvenir sa missive au secrétariat personnel de Jacques Chirac. Lorsqu'on voit la liste du gouvernement Villepin du 2 juin 2005, c'est à peu près la même liste que Bongo avait constituée. Même Renaud Dutreil a été promu. Prenons une pause et lisons un livre intéressant qui parle de corruption et détournement des fonds humanitaires, enquête journalistique et cyber-investigation, vie sous couverture et identité multiple afin de se camoufler. Plongé dans un Afrique moderne, entre pouvoir, luxe et secret. Basé sur des faits réels, veuillez lire Vérité sous couverture. Identité multiple. Disponible en livre papier sur bookely.com ou lisez en ligne sur youscribe.com ou téléchargez votre propre copie sur Apple. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet sensible mais important. L'usage supposé de la magie par certains dirigeants, en Afrique comme en Europe, et de la manière dont, malgré le pouvoir, la richesse et l'influence, tous finissent par faire face à la même réalité, la fragilité de la vie et la fin du pouvoir. Pendant des années, certains présidents ont été entourés d'une aura presque mystique. On les disait protégés, conseillés par des marabouts, des sorciers ou des cercles spirituels secrets. Ils accumulaient biens, honneur, prestige, et pourtant, rien de tout cela n'a empêché leur chute, ni même leur mort. Regardons quelques exemples. Jacques Chirac a quitté le pouvoir, Blaise Compaoré a perdu sa présidence. Omar Bongo est décédé après des décennies de règne. Leur richesse, leur influence, leur réputation, où sont-elles aujourd'hui? À quoi tout cela leur a-t-il vraiment servi? Cette réalité nous rappelle une chose essentielle. Aucune pratique mystique, aucune puissance, aucune gloire humaine ne peut nous garantir la permanence. Tout passe. Le pouvoir change de main. Les empires tombent, les corps s'éteignent. Et au final, ce que beaucoup ont cherché à préserver à tout prix disparaît. Ce message n'est pas une accusation, ni un jugement, c'est une réflexion. Une invitation à regarder la vie avec humilité, à comprendre que la vraie valeur ne réside ni dans la magie, ni dans la domination, ni dans l'accumulation des biens, mais dans ce que nous laissons comme sens, comme vérité, comme humanité, et surtout notre relation avec Dieu. Suivons la suite et on verra pourquoi. Comme François Mitterrand, Jacques Chirac était-il un adepte des forces occultes? Le lecteur doit savoir qu'il y croyait beaucoup. Il versait dans la cosmogonie et la voyance. En ce qui concerne François Mitterrand, il n'y avait pas qu'Élisabeth Tessier, tant s'en faut. J'ai vu autour de lui des marabouts maliens. Son fils, Jean-Christophe, était un fondu de mysticisme, contrairement à son binôme à l'Élysée, Guy Pen, qui n'y croyait pas du tout. Idem pour Jacques Chirac. Lui aussi était suivi par deux très grands marabouts maliens proches d'Omar Bongo et de Blaise Compaoré. Peu avant la présidentielle de 1995, je me souviens avoir été chargé d'accueillir l'un d'eux à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je l'avais logé dans un hôtel discret près de la place Beauvau, qui lui présente et lui envoie ses marabouts, les présidents africains les plus proches, à commencer par Omar Bongo. Celui que j'ai accueilli à Paris, c'était son marabout personnel. À l'époque,
Au palais du bord de mer, il n'y avait pas que des Béninois, mais aussi un nombre incalculable de Sénégalais et de Maliens, à commencer par Mamadou Diop, secrétaire général de la présidence. Est-ce une suggestion de la part de ces chefs d'État ou une demande expresse de Chirac? Jacques Chirac y croyait dur comme fer. Nous étions proches du scrutin. Ce devait être début avril 1995. Une nuit venue, Jean-Claude Laumon m'a pris chez moi. Nous sommes passés chercher le marabout en question pour l'amener à la mairie de Paris. Et là, hors de la présence de Laumon, j'ai assisté à une scène surréaliste. Il a pris les deux mains de Chirac avant de lancer un flot d'incantations et de paroles kabbalistiques que je comprenais en partie, certaines étant tirées du Coran. Il a regardé Jacques Chirac et lui a fait savoir que si on lui avait prédit une défaite en 1988, cette fois-ci, il lui garantissait la victoire. Après la cérémonie, Jacques Chirac a téléphoné au président gabonais pour lui dire « Omar, je viens de terminer avec notre ami. C'est bon pour moi, je te remercie. Si je suis élu, je t'appellerai en premier. » Ce qu'il fit. Il faut aussi préciser que les chefs d'État qui le suivaient sur ce plan exigeaient qu'il achète lui-même les animaux qu'il fallait sacrifier en terre africaine pour l'aider. Cet argent j'ignorais, en revanche, par où il passait. Nous allons prendre, avant d'entamer, une partie tout aussi surprenante évoquée dans ce livre de Mr. Robert Bourgi. En attendant, lisons ce livre fascinant, Le maestro chinois et l'oligarque, une symphonie des secrets. Un livre d'espionnage qui vous transporte de la Chine à Monaco, de Porto Vecchio à Moscou. Vous pouvez vous le procurer en version papier sur bookelis.com ou le lire directement sur youscribe.com ou tout simplement le télécharger sur Apple.